Hello les amis, salut Erundil. J'espère que vous allez bien. Vous savez, 2 fois par mois je fais la revue de presse, non pas depuis chez moi, mais depuis les studios d'MVP. Donc il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de musique. Salut mon Sugar. Sugar, je vais avoir besoin de toi, tu sais, puisqu'on est avec ce sommaire que je ne peux pas faire défiler. Et je m'en excuse. D'ailleurs, ne m'en voulez pas, je vais écrire tout de suite un petit mot à Vincent qui gère la revue de presse en podcast pour lui dire que je pourrais pas lui envoyer de sommaire. Hop, Vincent, petite revue de presse, enfin 1h30, hein. J'arrive les amis, pré-MVP. Il y a un sommaire à l'écran. L'écran, mais je ne pourrais sans doute pas. Mais je ne pourrais sans doute pas. Vous allez voir, j'ai un jeu. Bah, vous l'avez le sommaire d'ailleurs. Il est plutôt sympa. Pas te l'envoyer. Voilà. Voilà. Et je vais mettre le même message à l'ami Mathieu, qui est le team de choc qui gère la chaîne YouTube. Je suis sur mon WhatsApp. Heureusement que je n'ai pas mis mon WhatsApp à l'écran là, parce qu'il y a tous mes secrets là. Il y a tous mes secrets. Hello Mathieu, j'arrive, je suis très impoli. Petite revue de presse pré-MVP, il y a un sommaire à l'écran. Je vais sans doute faire un... Je vais sans doute faire un highlight. Oh là, je parle anglais, je suis totalement bilingue. Faire un highlight. À nouveau pour YouTube. À nouveau sur l'affaire Epstein. Sur les documents caviardés. Alors, je sais pas comment dire ça en bon français. J'arrive. Hein. Bonjour, vous êtes adorable dans le chat. Hein. Tu vas à l'audition cet après-midi? Non, Mister Pax, point d'exclamation, commission, 2M2S, tu auras toutes les infos. Sur les documents caviardés. Et avec cette question, qu'est-ce qu'on nous cache? Samuel devient complotiste. Censuré, joli. Merci. Censuré, tout simplement. Avec cette question, bien putaclic du Samuel Etienne, bien complotiste. Mais qu'est-ce qu'on nous cache? Samuel, qu'est-ce que tu fais? Samuel, que fais-tu, Samuel? Non, c'est une vraie question que pose le Figaro qui est en vrai qui est pas inintéressante. Qu'est-ce qu'on nous cache? Je suis à vous dans littéralement 10 secondes. Qu'on nous cache. Et je vous fais le sommaire de ce matin. Voilà. 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 Ah, fier de moi. Comment ça va les beaux gosses? Vous allez bien? 8h30. Pas mal. À une époque, cette mini revue de presse qui a lieu 2 fois par mois avant MVP, normalement c'était 9h, mais ça faisait 1 heure de revue de presse. 1 heure de revue de presse, on met une demi-heure pour se dire bonjour sur Twitch. Il restait une demi-heure pour l'actu. Donc je viens plus tôt maintenant. Du coup ça nous permet de faire une revue de presse d'1h30. Il est 8h30, à 10h on part sur MVP. On a un super MVP hein, cette semaine. On a 3 chroniqueurs pour traiter un petit peu toute l'actu du monde du travail, de la formation, de l'orientation. MVP, c'est Ma Vie Pro, l'émission qui explore les voies pro pour que chacun trouve la sienne. Okay, et donc on a Ludovic B comme à chaque émission. On a Lorraine Lévy que j'adore, qui est une créatrice de contenu. Et puis on a Simon Puech. Est-ce qu'on présente Simon Puech, hein, streamer, youtubeur, passionné d'actu. Et puis on a Ludoc, qui est notre invité MVP à midi. Ludoc, c'est ce youtubeur dont on parle beaucoup en ce moment. Vous savez, c'est lui qui a fait la vidéo sur une enquête sur cette prise d'otage dans une agence d'influenceurs il y a quelques années. Dont on a très peu parlé, et lui il en a fait une série de 3 vidéos, il en a posté déjà 2, et
c'est notre invité aujourd'hui pour revenir un petit peu sur son parcours, comment on devient ludoc, parcours, études, formation, etc. Et puis notamment parler un petit peu de cette vidéo avec lui. Comment ça va vous, les beaux gosses? Une bonne grosse crève, Little qui monte, envoie de la force. Voilà. Au vu du message pour la commission, quelque chose me dit qu'il a regardé le live de Sam. De quoi tu parles, Pierre, mon ami? Au vu du message pour la commission, quelque chose me dit qu'il a regardé le live de Sam. De quoi tu me parles, mon Pierre-Yves? Je comprends pas. Alors, non, attends, ne confondez pas Ludoc et Ludovic B. Ludovic B est notre chroniqueur qui est à chaque émission. Voilà. Ça marche pas là sur son navigue web. Ouais, ça marche pas. Il y a un truc qui bloque ici, Sugar, à Webedia. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a Ludovic B qui est notre ami chroniqueur, d'accord, et il y a Ludoc qui est notre invité. C'est deux Ludo, quoi. C'est pas les mêmes, hein. Ne confondez pas les hommes, hein. Ne confondez pas les hommes. Plus haut, quelqu'un est convoqué, c'est ça? Quelqu'un est convoqué? Qui est convoqué? Je vais voir. Pierre-Yves, tu peux expliciter, c'est vachement intéressant ce que tu dis, mais tu m'intrigues. Le rapporteur de la commission a dû voir ton live sur ton audition, du coup ça décale. Ah non, vous êtes en fake news là. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est parce qu'en fait ils tiennent absolument, pour des raisons que j'ignore complètement, tout ça est très mystérieux. C'est ce qui m'explique le mail. Ils tiennent absolument à ce que je sois entendu en même temps que Hugo Clément. C'est-à-dire que pour le 11, c'est-à-dire aujourd'hui, 17h30, je leur ai dit écoutez, journée super chargée, mais ok, on va s'arranger. Et puis, retour de mail, ah bah non, parce qu'en fait, Hugo Clément peut pas être là en présentiel et on tient à vous entendre ensemble. Ah, ok, pourquoi? Je sais pas, je connais pas Hugo Clément, j'ai jamais travaillé avec lui. Peu importe, on s'en fout, hein. On comprendra tout ça quand on sera convoqué. Et donc, c'est reporté au 24 ou 25 février à cause de ça. Voilà. Le fameux duo Sam-Etienne Hugo Clément. On s'est littéralement jamais croisés. Mais peut-être, c'est très intéressant. Bon, ça va vous? Salut, tu du spam. Tu vas bien? Merci, c'est du spam. T'as pris un coup de soleil? Je suis rouge. C'est drôle. J'avais pas vu. Mais c'est quoi cette... Non, en fait, moi j'ai un visage normal ce matin, mais je suis pas dans mon studio habituel. Et là, je pense que la caméra a été réglée vite fait. Et je suis littéralement... Vous me verrez sur le plateau. J'ai le plateau de MVP en face là, de moi, qui est très beau et qui est très bien éclairé. Vous verrez, j'ai une tête à peu près normale. Mais là, effectivement, on a l'impression que je reviens de 6 mois en Corse ou au Baléares, je sais pas, sans crème solaire quoi. C'est très très drôle. Rouge, ouais. J'ai mal aux fesses ce matin, me dit Marine Swim. On ne veut rien savoir, Marine. Pour de vrais syndromes de muscle pyramidal. Ok, d'accord, c'est comme ça qu'on t'appelle ça, ok. C'est les UV, ouais. Bon, si quelqu'un de l'équipe m'entend en régie et voit cette image où je ressemble à une mini tomate ou un anglais, un anglais qui est allé bronzer sans crème 50, n'hésitez pas à passer, peut-être qu'il y a un mini réglage à faire vite fait quoi. Bon, je suis très heureux de vous retrouver. 2 fois par mois, quand on est en revue de presse pré-MVP, on y va, hein. On discute pas pendant des heures, hein. Donc là, moi, je vous propose d'aller sur le sommaire direct, hein. Ok? Vous êtes d'accord? On y va, hein. On a 1h30, donc bim. J'ai votre feu vert? Bon, c'est pas possible cette lumière rouge là. Parce que après, ça part sur YouTube et tout. Attends, je vais demander si quelqu'un peut régler ça. Viens voir. Toi aussi, t'es rouge tomate. Ah bah on dirait que je suis allé au ski. Paul, le red chef de l'émission, qui est aussi rouge tomate. Alors, vous me dites quand ça vous plaît, les gars. Alors, moi, j'aime bien cette petite mine un petit peu ensoleillée, mais on dirait littéralement une tomate farcie, quoi. 2 Anglais à la plage, ouais. Paul, le rédacteur en chef de l'émission, qui a travaillé sur l'émission d'aujourd'hui. On va notamment parler de la précarisation du travail en France, avec des chiffres qui disent que... Ah, c'est peut-être mieux là, c'est mieux là. Ouais.
C'est bien là. Allez, on part comme ça, hein, t'embête pas. Hein. Merci à toi. La précarisation du marché du travail, moins de CDI, plus de CDD, plus de temps partiel, plus d'auto-entrepreneurs, et ça, ou de micro-entrepreneurs, comme on dit, ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Pour certains, c'est voulu, c'est souhaité, mais parfois pas. Donc on parlera de ça, c'est l'un des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. Puis il y aura des jeux, il y aura de la rigolerie, il n'y aura pas que des sujets sérieux. C'est mieux là, hein. Ok. Allez, il est 8h36, on est ensemble jusqu'à 10h pour la revue de presse. Est-ce que j'ai votre go pour un sommaire? Vous savez quoi? Eh ben, je le prends le sommaire. C'est parti. Je vous fais un petit bonjour pour ceux qui nous écouteront en podcast. 3, 4. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans la matinée Étienne. Nous sommes le mercredi 11 février 2026. Normalement, la revue de presse, la matinée Étienne, c'est 3 heures. 2 fois par mois, elle est un peu plus courte, puisque c'est une revue de presse pré-MVP. Ma vie pro, mon émission sur Twitch 2 fois par mois qui explore le monde professionnel pour que chacun trouve sa voie, puisque chacun a sa voie à trouver en la matière. Et du coup, on fait une revue de presse un peu plus courte qui dure 1h30 et on commence par le sommaire. Je salue ceux qui nous regardent en live sur Twitch, ceux qui vont nous écouter en replay sur YouTube et ceux qui vont nous écouter en replay en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast audio. Qu'est-ce que j'ai dans le sommaire ce matin? Alors évidemment, je vous ai mis un peu moins d'articles que d'habitude, mais ils sont pas inintéressant. On va revenir, puisque j'en ai parlé hier soir aussi avec un dossier dans Le Monde, sur le pari raté du président Macron, pour dire les choses, du retour au plein emploi. C'est la une des Échos ce matin, beaucoup de journaux en parlent. Le taux de chômage en France a encore grimpé au 4e trimestre 2025, on est à 7,9%. Il a progressé fortement chez les jeunes, de plus en plus nombreux à vouloir travailler pendant leurs études. Emmanuel Macron avait promis en 2022 le plein emploi, donc environ 5% de chômage à la fin de son second quinquennat. Donc avec les Échos, on revient sur ce pari raté. On parlera notamment du taux de chômage qui progresse et la situation des jeunes qui interpelle. Ça tombe bien puisque dans MVP à 10h, on parlera aussi de tous ces sujets. Et oui, il fallait traverser la rue, apparemment, on nous rappelle du Axel, bien sûr. Elle va lui rester collée à la veste pour un petit moment, hein, cette phrase du chef de l'État. Alors un truc qui m'a pas trop hypé ce matin, et pourtant je vais vous en parler, c'est Amélie de Montchalin qui est annoncée à la tête de la Cour des comptes, où elle va succéder à Pierre Moscovici. Amélie de Montchalin, si je ne dis pas de bêtises, c'est une ministre actuelle du gouvernement Lecornu. Et il y a plein d'articles ce matin là-dessus. Je me dis, bon, oui, alors pourquoi pas, hein. Et en plus, c'est une femme. Donc, est-ce que c'est pas la première femme présidente de la Cour des comptes? Je sais pas, en tout cas, ça me semble intéressant. Mais il y a plein d'articles en mode, ah oui, mais ça pose des questions quand même. Macron qui place finalement des proches, et puis. Voilà, bon, il y a des questions. Voilà. Ministre des Comptes publics, c'est ça. Une nomination et des questions, nous dit Libération. J'en dis pas plus. Je tease et on lira l'article pour comprendre un petit peu pourquoi il y a débat, pourquoi il y a polémique. L'affaire Epstein, à chaque jour son article, à chaque jour ses révélations, à chaque jour ses questions. Et là, on a un article du Figaro, dans un journal qui est assez rigoureux, qui pourrait pourtant nous emmener un petit peu sur les pentes du complotisme. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Le Figaro se pose une question que on devrait tous se poser. Comment les fameux Epstein Files, les 3,5 millions de documents de pages là, qui ont été révélés il y a quelques jours aux États-Unis, comment ont-ils été censurés, caviardés? Caviardés, vous savez, c'est quand, il n'y a pas d'exemple là dans cet article, mais quand il y a une page et vous voyez là, il y a une partie, quelques lignes ou la moitié de la page, parfois toute la page, avec du noir, où plein de choses sont cachées. Voilà. Alors on nous a d'abord dit, oui, mais c'est pour protéger les victimes, les noms des victimes, les identités des victimes. Et puis, on s'est rendu compte que ça avait été fait n'importe comment, en dépit du bon sens, et qu'il y avait plein de noms de victimes, voire de visages de victimes, voire d'adresses de victimes qui apparaissaient. Donc ça avait été fait n'importe comment. Et puis le Figaro se pose une autre question et se dit, mais en fait, nous on a l'impression que ce qui a été caviardé, ce qui a été censuré, c'est pas que les noms des victimes, c'est parfois des noms de gens qui pourraient être poursuivis. Ouais. Affaire Epstein, ces documents expurgés qui posent de nouvelles questions. Le caviardage de certains noms, alors que les identités de plusieurs victimes ont pourtant été dévoilées dans les dossiers publiés par le ministre de la Justice, mais ça renforce les interrogations et les rumeurs. Voilà. Je trouvais intéressant de vous en parler. Alors ça, c'est une info positive.
Hier, je remerciais Le Monde pour enfin m'avoir proposé un joli portrait de Sophie Adenau, cette Française qui s'apprête vendredi, je crois, ça a été reporté d'un jour, à partir pour les étoiles, pour la Station Spatiale Internationale, ISS. Et puis ça faisait plusieurs jours que j'attendais un portrait pour me dire un petit peu qui était Sophie Adenau, quelle avait été sa formation, d'où elle venait. Et puis ça y est, c'est parti, on nous parle enfin d'elle, c'est en une du Parisien. C'est en une du Parisien. Cap sur les étoiles, l'astronaute doit décoller vendredi vers l'ISS pour une mission de 8 mois. Je crois qu'elle va devenir l'Européenne à être restée le plus longtemps dans l'espace, si je ne dis pas de bêtises. La Nivernais sera la deuxième Française de l'histoire en orbite après la pionnière Claudie Aigneret. Très joli portrait, l'étoffe d'une héroïne. Voilà. Salut Friander. Voilà. Et on nous parle de son programme scientifique aussi, parce qu'en 8 mois, elle va avoir du pain sur la planche. Et puis, je reviens un petit peu en arrière. Oh pardon, vous allez avoir toussé dans les oreilles. Je reviens un petit peu en arrière parce que je vous ai pas parlé de la cérémonie du Super Bowl. Je voulais vous en parler mardi matin, mais pour des raisons étrangères à ma volonté, comme on dit, j'ai pas fait de revue de presse, je l'ai fait le soir. J'avais pourtant un bel article dans Le Monde sur la prestation de Bad Bunny qui a provoqué des polémiques. Le président Trump notamment dit que c'était la pire idée du siècle d'inviter Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl. Et donc je vous ai mis un article dans Le Monde pour en parler, et puis je vous en ai pas parlé mardi, donc je vous l'ai mis ici, puisque vous étiez plusieurs à me dire « Ah mais Sam, pourquoi tu parles pas de l'affaire Bad Bunny ?» Il y a un bel article dans Le Monde qui est plutôt intéressant. Voilà, pour le petit sommaire de ce matin, on a 1h30 pour en parler, vous en pensez quoi? Ça vous plaît ou pas? Il y a des sujets intéressants en vrai. Sachez que, je vous rappelle que dans une revue de presse, même de 3 heures, je ne vous propose qu'une partie de l'information. Hein, que c'est subjectif, que je choisis quelques infos parce qu'elles me semblent importantes, intéressantes, et elles m'intéressent moi, mais je passe ça, c'est passé au filtre de mes envies, de mes centres d'intérêt. Bon, là je parle très peu des Jeux Olympiques d'hiver par exemple, alors certains ça va les passionner, donc n'oubliez pas que ça n'est qu'une partie de l'information, et que non seulement je choisis quelques informations, mais certains médias que j'apprécie plus que d'autres, dont j'aime la qualité du travail, la qualité de l'information. Et un média, c'est un regard, c'est un choix. Et puis je passe tout ça à la moulinette de mes mots. Et donc tout ça est infiniment subjectif. Donc ça n'est pas une bible, hein, la matinée Étienne, c'est juste une source d'information parmi d'autres. Ok ? Petit café, petite tasse MVP, on est bien. Est-ce qu'on y va ? Alors oui, moi je me dis, 3 heures de revue de presse, ça reste mieux que 10 minutes sur une chaîne d'info, mais bon. Ça marche pas, Sugar? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que notre joli sommaire de d'habitude, il marche pas trop ici, non, parce que c'est pas ce n'est pas mon setup habituel, c'est pas très grave. Je vous laisse suivre. Les modos, je vous laisserai répondre aux gens du chat. Ah, mais c'est pas le sommaire d'habitude. Ah, mais Samuel, t'as oublié de faire bouger la ligne. Oh, je suis désolé. C'est votre mission ce matin. Parlons d'abord du pari raté du retour au plein emploi. C'est la une des Échos ce matin. Ce pari raté, c'est le pari raté du président Macron, qui avait, lors de sa première campagne, pour sa première élection, et il avait réitéré cette promesse pour sa réélection, qui avait promis d'amener la France au plein emploi. Le plein emploi, c'est pas 0% de chômage, c'est, selon les économies, autour de 4-5%, puisqu'il y a des rigidités, on va dire un taux de chômage incompressible, naturel, lié par exemple aux démissions. Par exemple, le marché de l'emploi, c'est pas forcément quelque chose de très fluide, et donc on estime dans une économie comme la France qu'autour de 5%, on est à peu près en plein emploi. Bravo, Sugar qui a réussi à passer au premier sujet. Macron, le pari raté du plein emploi. Donc, les chiffres, le taux de chômage en France a encore grimpé de 0,2 points au quatrième trimestre 2025. On est à 7,9%. Quand il est arrivé, Macron au pouvoir, on était un peu au-delà de 9%. Hein, il a progressé fortement chez les jeunes, ce chômage, de plus en plus nombreux à vouloir travailler pendant leurs études. Emmanuel Macron avait promis en 2022 le plein emploi, donc je vous le disais, environ 5%. À la fin de son second quinquennat, on est à 7,9%, presque 8%. C'est raté. Lisons un petit peu l'article des Échos, voilà, qui reprend les chiffres. Article d'Alain Ruello qui donc écrit
Pour commencer, Emmanuel Macron ne réussira pas à ramener la France au plein emploi, malgré le chemin accompli depuis 2017. La publication mardi matin du taux de chômage au quatrième trimestre de 2025 à 7,9% de la population active, en hausse de 0,2%, vient le confirmer. À ce niveau, ça représente 56 000 chômeurs de plus en 3 mois et 2,5 millions au total. Vous êtes nombreux à me demander, mais selon quels critères? Il suffit de lire l'article. Selon les critères du Bureau international du travail. Toutes les questions que vous posez sur mais quels sont ces chiffres, à quoi correspondent-ils? Ils sont dans l'article. Si je ne les dis pas, vous pourrez les trouver dans l'article des Échos. Sur un an, le taux de chômage a progressé de 0,6 points, ça n'est pas rien, et se retrouve à son plus haut niveau depuis le troisième trimestre de 2021, mais demeure nettement au-dessous de son pic de 2015. Toujours selon l'Institut statistique national. Pour l'INSEE, cette hausse constitue une surprise dont il reste à comprendre la part durable ou pas. Un point en particulier reste à clarifier, la raison de la forte hausse du taux de chômage des 15-24 ans, de 2,4 points sur les 3 derniers mois de l'année, à 21,5%, tandis que celui des 25-49 ans a baissé et celui des plus de 50 ans est resté stable. Le fait caractéristique de cette publication, c'est la forte hausse du chômage des jeunes qui n'est pas anodine, qu'il faut contextualiser. Voilà. L'INSEE avance une piste, par exemple. La hausse de ce chômage des jeunes représenterait 126 000 jeunes chômeurs de plus sur un an. Ça ne traduirait pas forcément des difficultés à trouver du travail globalement, puisque le nombre de jeunes en emploi a progressé de 30 000 sur un an environ, donc il y a un truc un peu contre-intuitif. Il y a plus de jeunes en emploi, mais le taux de chômage des jeunes augmente. L'explication viendrait du côté des jeunes encore en formation et de leur forte propension à vouloir travailler en parallèle. Les jeunes en études initiales contribuent fortement à la hausse du chômage, à hauteur de plus 67 000 sur un an. Donc il y a des interrogations sur ces chiffres. En clair, ces jeunes qui n'ont pas encore leur diplôme ont développé une appétence au cumul études-emploi depuis la réforme de l'apprentissage de 2018, sauf qu'ils sont aujourd'hui plus nombreux à se retrouver en situation d'attente d'un contrat de travail qu'ils cherchent activement. Ils rentrent donc dans la définition d'un chômeur au sens du BIT, du Bureau international du travail. Voilà. Clem a raison, ça pose la question de la précarité étudiante. Pourquoi volonté ou nécessité? Très bonne question de Sicarius. Pourquoi les jeunes, plus qu'avant, cherchent un travail tôt parallèlement à leurs études? Donc, hypothèse de l'INSEE à confirmer. Voilà, appétence ou nécessité. C'est exactement ce que je viens de dire. Vous fâchez pas, je viens de le dire. Oui, les filles, je dis une appétence, MDR, on est juste obligé. Ouais. Le problème, c'est que je réponds plus vite que tu n'écris. Voilà, donc je viens de répondre à ta question. Bam! Donc, interrogation là-dessus. Bon, et le taux de chômage global, il progresse, je vous le disais. Alors, ça tombe bien parce qu'on va en parler ce matin. On va en parler ce matin puisque dans MVP, on va parler de la précarisation du marché du travail. Ben oui, les filles, je suis désolé, j'ai pas écrit assez vite. Bah oui, mais je plaisante. On va parler de la précarisation du marché du travail parce que ça, c'est pas contestable. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de CDI en France, mais il y a moins de CDI qu'avant. Il y a plus de CDD. Il y a aussi du temps partiel qui est parfois du temps partiel subi, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un quart des gens en France en temps partiel qui voudraient travailler plus, mais voilà ce qu'on leur offre. Un temps partiel qui a 75%, 71%, je ne sais plus, vise les femmes, temps partiel subi, ça c'est une vraie précarité. Et puis il y a une autre précarité dont on va parler tout à l'heure avec nos amis chroniqueurs, c'est le boom du nombre d'auto-entrepreneurs, de micro-entrepreneurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation du boulot. Alors parfois c'est souhaité, c'est voulu. Parfois c'est souhaité, c'est voulu. Il y a des gens qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent la liberté. Pas avoir de patron, décider de leur rythme de travail, de leur engagement, de leur projet. Et puis il y a ceux qui vont vers la micro-entreprise parce qu'il n'y a pas de travail et qui sont en recherche de revenus. Quand on regarde le revenu moyen des micro-entrepreneurs en France, on est allé voir hier soir, autour de 700 € par mois en moyenne. On peut estimer que dans ce nombre énorme en France désormais de micro-entrepreneurs, il y a les gens qui le veulent, qui le souhaitent, et puis il y a ceux qui vont là parce que c'est une façon de chercher de trouver un revenu qu'ils ne trouvent pas dans le monde du travail salarié, quoi.
Je vois beaucoup de gens qui refusent les CDI, qui préfèrent les CDD. Alors beaucoup de gens n'est pas une statistique, MRM, hein. Mais ça existe. Il y a des gens aussi qui, moi quand j'étais jeune, j'aimais bien les CDD parce que je m'engageais pas très longtemps pour une entreprise et puis ça payait un peu plus, notamment ça te payait les congés payés, enfin toute une histoire. Donc tu avais un petit salaire à la fin du mois qui était sympa. Donc bien sûr. Mais sauf que, on en parlera tout à l'heure avec nos amis, dans notre société aujourd'hui, par exemple, pour se loger, pour trouver un logement, hein, que demandent les propriétaires, par exemple? Ils demandent des fiches de paie. Et qui va passer en priorité par rapport à des gens en CDD, par exemple? Des gens en CDI, avec un certain niveau de revenu, etc. Donc va trouver un logement quand tu es en CDD. Tu passes clairement à la fin de la pile, voilà, et ne parlons pas d'un emprunt auprès des banques. Donc oui, je connais plein de gens qui préfèrent les CDD au CDI, tu en connais, j'en connais, mais ça pose beaucoup de problèmes, quoi. Voilà, donc on en parlera tout à l'heure de ça. Donc voilà pour ces chiffres. Et sinon, on en a parlé un peu plus longuement dans Le Monde d'hier soir. Je vous lis un petit peu. Voilà. Je suis dans ce cas, me dit Cathy Mini, je gagne 500 € en micro-entreprise, on m'a enlevé toutes mes aides, j'ai un bac plus 5, entreprise communication, mais aucun travail, merci Macron. Voilà. Il y a des micro-entrepreneurs souhaités, voulus, heureux, et puis d'autres qui aspirent peut-être à autre chose, quoi. Je vous lis. Voilà, je suis intermittent, je gagne très bien, et pourtant j'ai galéré pour trouver un appart. Voilà. Merci Benjamin pour le soutien. Merci MRM, oui tout à fait, tu comprends mon point de vue là-dessus. Ouais. Yann a raison, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de personnes en micro-entreprise cumulent avec un autre contrat. Donc la moyenne que j'évoquais là, de 700 € de revenus moyens, il faut la prendre avec pincette, cette statistique, parce qu'effectivement, il y a aussi des gens qui sont salariés, par ailleurs, et qui ont une micro-entreprise, hein, c'est légal, c'est autorisé, pour un complément de revenus. Mais ça participe quand même d'une précarisation du monde du travail qu'on évoquera tout à l'heure. Alors il y a Zenechi qui anticipe sur le sujet suivant, et on va y passer. 28 ans à la Cour des comptes, la Macronie est loin d'être finie. Tu sais quoi, on va en parler. Effectivement, ce matin, j'ai pas compris tout de suite pourquoi tous les journaux en parlaient. Et puis, il y a une polémique politique derrière cette histoire d'Amélie de Montchalin, qui est la ministre des Comptes publics, c'est ça? Qui est annoncée à la tête de la Cour des comptes. Et on a un article dans l'IB qui résume un peu de cette polémique. L'ami Sugar va passer au thème suivant. Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, une nomination et des questions. C'est un article du chroniqueur politique Jonathan Boucher-Petersen, qui était venu sur notre chaîne Twitch il y a quelques années dans l'Hebdo Étienne. Je lis. À première vue, dans la France de 2026, quand une femme de 40 ans succède à un mâle touché par la limite d'âge, on a plutôt envie d'y voir un bon signal. Aujourd'hui, le président de la Cour des comptes, si je ne dis pas de bêtises, c'est Pierre Moscovici. À ce titre, la nomination d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, où elle va succéder à Pierre Moscovici, en est un. Donc voilà, une femme de 40 ans, déjà une femme qui succède à un poste comme ça prestigieux de la République. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Donc plutôt une bonne nouvelle. Mais, nous dit le journaliste, elle pose tout de même un certain nombre de questions et pas des moindres. Déjà parce que ce mandat ne peut pas être révoqué. Waouh! Rien ne pourrait empêcher cette marcheuse, donc la Macronie, quoi, de la première heure de rester en poste jusqu'en 2053. Vertigineux. Alors ça, moi, je ne savais pas. C'est un mandat qui ne peut pas être révoqué. Sans doute pour protéger l'indépendance du président de la Cour des comptes, qui est une institution très importante. De plus, en choisissant une fidèle parmi les fidèles, pour ce poste majeur, Emmanuel Macron assume une nomination purement partisane.
dit le journaliste. On se souvient qu'en 2010, par exemple, Nicolas Sarkozy, qui n'est pas le moins clanique des présidents de la République, avait choisi un socialiste. Alors, Anonyme 31 dit c'est un vrai CDI, ça. Ouais, bien joué. Un socialiste, Didier Migaud, qui est resté en poste pardon, pendant 10 ans, avant de prendre en 2020 la présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il avait été alors remplacé par Pierre Moscovici, un autre socialiste, mais qui avait appelé sa famille politique à se montrer constructive après la victoire du nouveau président de la République. Si par le passé, Pierre Joxe puis Philippe Séguin, ah oui, Philippe Séguin, il avait été président de la Cour des comptes aussi, avaient été respectivement nommés par François Mitterrand et Jacques Chirac, il s'agissait de figures respectées au-delà de leur camp et en retrait de la vie partisanale. Je comprends maintenant. Voilà ce que nous dit le journaliste, c'est que dans l'histoire, les présidents, c'était des hommes, de la Cour des comptes étaient plutôt choisis en dehors de considérations partisanes. Et là, Libé nous dit, pour nous, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En outre, le parcours de la nouvelle première présidente de la Cour des comptes va la placer dans une situation quelque peu acrobatique. Alors ça, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Il n'est pas courant, c'est le moins que l'on puisse dire, de passer de ministre des comptes publics à la tête de l'institution chargée d'auditer l'usage des deniers publics, des comptes publics. Elle va passer de la ministre chargée du truc à la présidente de l'institution qui est chargée de contrôler les comptes. Aïe. C'est vrai que ça pose une question. Voilà qui ne peut que fragiliser les premiers temps de sa prise de fonction et altérer l'image de cette institution dont on peut s'en remettre en cause la crédibilité, questionner et même contester l'obsession pour le rigorisme budgétaire. Ce qui est certain, c'est que l'orthodoxie économique de Montchalin, qui a été ministre des Affaires européennes sous Édouard Philippe, puis de la fonction publique sous Jean Castex, donc c'est son 3e ministère, ne risque pas de constituer une rupture idéologique à la Cour des comptes. Sur le fond, il n'y a rien de disruptif dans sa nomination. Après le choix de Richard Ferrand pour la présidence du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron continue d'une part à recaser ses proches, puisqu'on arrive à la fin du mandat, du quinquennat du président Macron, mais surtout à bétonner certains contre-pouvoirs dans l'hypothèse où l'extrême droite, dont il n'a rien compte tenu de la poussée continue dans les urnes, ce qui restera un échec majeur de sa décennie à l'Élysée, l'emportera en 2027. Donc il y a un côté aussi contre-pouvoir, parce qu'on vient de lire que personne ne pouvait démettre le président ou la présidente de la Cour des comptes, de retirer son poste. Dans l'hypothèse où l'extrême droite arriverait au pouvoir en 2027, avec Marine Le Pen si elle est éligible, ou Jordan Bardella par exemple, eh bien on a notamment Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, proche de Macron, et Amélie de Montchalin, présidente de la Cour des comptes, proche politiquement aussi de Macron. Quand on parle de proximité, on parle de proximité politique, bien sûr. C'est intéressant. Je trouve que cet article n'est pas très long, donne plein d'infos. Depuis le ministère des Comptes publics, Amélie de Montchalin a régulièrement brocardé le double discours de Jordan Bardella, qui se pose en allié des patrons, mais qui d'après elle propose en fait un matraquage fiscal. Voilà, c'est Johan qui pose la question, pourquoi les contre-pouvoirs devraient être obligatoirement des proches de Macron? C'est une bonne question. Altitorax dit bonjour, bon courage pour cet après-midi. Point d'exclamation, commission dans le chat. Mon audition par la commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public a été repoussée à la demande du rapporteur de la commission, Charles-Henri Aloncle, au 24 ou 25 février. Je n'ai pas la date précise. Je n'ai pas reçu le questionnaire qu'on devait m'envoyer. Je ne sais pas pourquoi on me convoque. Je ne sais pas pourquoi on tient absolument à m'entendre en même temps qu'Hugo Clément, avec qui je n'ai pas de relations professionnelles. Beaucoup de mystères. C'est un peu une espèce de triangle des Bermudes institutionnel. Mais on en saura plus le 24 ou le 25. Si c'est pas reporté. Par contre, on va se faire un petit react, je sais pas, peut-être demain soir par exemple, de l'audition d'Élise Lucet par cette même commission, parce que ça a été c'est assez intéressant ce qui s'est passé. On sera peut-être ça demain soir. Donc, Amélie de Montchalin dit pique-pendre du programme économique du RN, largement foutraque. Voilà, on s'inquiéterait davantage de sa volonté cachée de démanteler de façon très droitière notre modèle social, nous dit Libé à propos d'Amélie de Montchalin.
un point commun avec les héritiers du macronisme, qu'ils s'appellent Édouard Philippe ou Gabriel Attal, comme avec les candidats putatifs de LR. Sous couvert d'un choix moderne, femmes, jeunes, Emmanuel Macron s'est en fait livré à une nomination très politique. En sera-t-il de même quand il choisira le nouveau gouverneur de la Banque de France? Ah oui, parce qu'on a appris, c'était un peu une surprise, que l'actuel gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, quittait la présidence de l'institution, et donc au mois de juin, et donc le président Macron va pouvoir nommer quelqu'un à la tête de la Banque de France. Est-ce que ce sera encore une nomination politique, se demande Libération? Je vous lis. Bonjour tout le monde depuis le Cambodge où il n'y a pas d'audition publique, me dit le petit chef, salut. Ils vont sûrement te demander comment percer sur Twitch. Ah oui, je sais, je vois des personnalités de la télé là, qui régulièrement qui essayent de venir sur Twitch, ça se passe pas très bien. Peut-être qu'ils vont me poser des questions là-dessus, ouais. Je vous lis. Ils vont te demander pourquoi tu n'es pas gold sur Valorant. Alors là, je pourrais leur expliquer pourquoi. Inviter MVP à Maline Montchalin? Alors pas trop, non. Non. Tu as remarqué que depuis que l'émission existe, ça fait presque 2 ans, on n'invite pas de politique. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle en fait. Salut Sickness, merci pour le soutien. Sugar nous dit, oh Sugar, tu vas m'attirer des problèmes. Sugar, tu vas m'attirer des problèmes. Sugar vient d'écrire, veut le dérouler le sketch autour de la commission. C'est vrai que c'est un feuilleton cette histoire. Il y a des députés qui semblent vouloir devenir créateurs de contenu aussi visiblement. Toi tu vas m'attirer des problèmes. D'ailleurs, je viens de... En venant au boulot ce matin, au boulot, genre le boulot de retrouver des potes pour discuter de l'actu. En venant au boulot ce matin, ah là, quelle vie, c'est difficile Samuel, ta vie. Hein. Je me suis rendu compte que dans quelques jours, on fêtait les 10 ans, des 10 ans de Samuel à Question pour un champion. Ce sera le 22 février. 10 ans. Waouh. J'ai vu un extrait de l'audition d'Élise Lucet, elle est devenue Dark Élise à un moment donné. Ah bah Élise Lucet, elle se laisse pas faire, c'est sûr. On a 10 ans déjà. On va fêter ça. Ouais. 10 ans, c'est ta plus longue aventure. Ah, pro. Ah oui, pro, oui. Ah ouais, je suis jamais resté 10 ans à un poste. Ouais, j'aime bien bouger, moi. 10 ans et encore tous ses cheveux. Non, pas trop en vrai. Ouais. J'avais 12 ans il y a 10 ans, me dit Noctali. Eh ouais. Ah oui, 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 oui. Merci à MMG, ça régale. Ah, ok. Allez. Article suivant. Là, on va prendre un peu plus de temps. Voilà. Mon ami Sugar, à toi. L'affaire Epstein. Alors, certains disent que les médias en parlent pas. L'affaire Epstein, ça on parle. Hein. Tous les jours, je trouve des articles et tous les jours, on apprend des choses. On a commencé, nous, on a fait une soirée spéciale, notamment avec tous les articles qu'on pouvait trouver sur le sujet quand il y a eu la révélation de tous ces nouveaux documents aux États-Unis, les Epstein Files, 3 millions et demi de pages. On s'est penché sur une enquête passionnante de Mediapart sur les affaires de la famille Lang, Jack Lang et Caroline, et puis quasiment tous les jours depuis, hein, ça dure quoi? Depuis une semaine au moins? Tous les jours, on lit des articles intéressants sur le sujet. Hier, par exemple, c'était un papier dans Le Monde sur le rapport de Jack Lang à l'argent. Voilà. On a appris plein de choses. Et là, on a un article dans le Figaro qui est très intéressant sur pourquoi, comment les fameux documents qui sont accessibles à n'importe qui, hein, à tout le public, pourquoi ils sont caviardés? Pourquoi ils sont censurés? Pourquoi il y a des lignes noires? Pourquoi il y a des gros coups de stabilo noir, là, bien opaques, sur des lignes, des paragraphes, voire une demi-page? Voilà. Il y a une double page dans le Figaro là-dessus qui pose des questions. Voilà. Et je trouve l'article intéressant. Affaire Epstein, ces documents expurgés qui posent
de nouvelles questions. Le caviardage. Caviardage, c'est le nom qu'on donne dans la presse justement à la censure. Hein, quand dans les articles, on cache des choses comme ça. Caviarder un article, on appelle ça. Hein, non, ils ne mangent pas du caviar en les lisant. Je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, caviarder, c'est ça. Caviarder un article, on dit souvent en presse. Le caviardage de certains noms. Alors que les identités de plusieurs victimes ont pourtant été dévoilées dans les dossiers publiés par le ministère américain de la Justice, renforce les interrogations et les rumeurs. Parce que interroger le ministère américain de la Justice, quand on leur a dit « Mais pourquoi vous caviardez comme ça? Pourquoi vous censurez ?» « Ah bah c'est pour protéger les victimes. » Et puis on s'est rendu compte que dans toutes les pages, il y avait plein de noms de victimes qui apparaissaient. Parfois il y avait leur adresse, parfois même il y avait leur image. Et donc ça a été fait en dépit du bon sens. Voilà. Donc déjà il y a un truc qui ne va pas. Mais il y a autre chose qui ne va pas. C'est qu'on se demande s'il n'y a pas des noms, non pas de victimes, qui ont été censurés, mais des noms de potentiels coupables de délits ou de crimes en lien avec Epstein. Let's go. Par une ironie involontaire, il faut déclarer avoir plus de 18 ans pour accéder au dossier Epstein sur le site du ministère de la Justice américain. Je pense que si vous allez sur Internet, vous pouvez accéder à ces dossiers. Cette formalité remplie, tout le monde peut participer à l'immense enquête virtuelle pour tenter d'assembler les pièces du puzzle que constituent les activités et les rôles. Oh attendez, je recommence tout. Je recommence tout parce que... Pardon. Je recommence tout. Top. On efface tout ce que j'ai dit. Parce que cet article sur l'affaire Epstein, on va le mettre sur YouTube aussi. Voilà. Et donc je vais faire un petit intro. Bonjour amis de YouTube. On est dans la matinée Étienne, dans la revue de presse. Voilà, on est en live sur Twitch dans la matinée Étienne, cette revue de presse qu'on peut aussi écouter en podcast audio. Et je me suis dit, tiens, cet article du Figaro sur l'affaire Epstein, on va le mettre en avant parce qu'on s'y pose des questions extrêmement intéressantes. C'est dans le Figaro de ce mercredi 11 février. De quoi s'agit-il? De questions que se pose le journal sur pourquoi les fameux documents révélés par la justice américaine, les 3,5 millions de documents là, pourquoi ils sont caviardés? Pourquoi ils sont censurés? Pourquoi il y a des noms qui disparaissent? Pourquoi il y a des lignes qu'on ne peut pas lire? Pourquoi il y a du gros stabilo noir? Voilà. Alors je rappelle la réponse du ministère américain de la Justice, c'est pour protéger les victimes. Sauf qu'en fait on s'est rendu compte que il y a plein de noms de victimes qui apparaissaient, qu'il y avait même le visage de certaines victimes qui apparaissait, qu'il y avait même leur adresse parfois. Donc ça a été fait n'importe comment. Mais le Figaro pose une autre question. Le Figaro nous dit, on se demande s'il n'y a pas des noms de potentiels coupables qui ont été cachés, censurés, caviardés. Voilà. Et alors on s'interrogeait sur d'où vient cette expression de caviarder. Eh bien, King Julian, le GOAT, dans le chat nous le dit, le terme est attesté depuis le début du XXe siècle, tire son nom de l'expression figurée passer au caviar. Cette locution serait issue d'une similitude entre la couleur noire du caviar et les taches noires faites à l'écran, fréquemment utilisées pour censurer des textes à l'époque du tsar Nicolas Ier en Russie. Pas un grand fou de la liberté d'expression. Et donc caviarder viendrait de la couleur noire utilisée pour cacher des éléments. Merci pour cette explication. Lisons cet article du Figaro qui s'interroge, sans céder dans le complotisme, hein, voilà. Est-ce qu'on nous cache des choses? Je rappelle, une petite parenthèse sur le complotisme. Le complotisme, c'est de voir des complots partout. Voilà. C'est d'expliquer, de répondre à la complexité du monde par des explications toutes simples, en disant écoutez, c'est pas si compliqué cette histoire, je vais vous expliquer, en fait c'est un complot. Quand tu vois des complots partout, certaines personnes fonctionnent un petit peu comme ça c'est du complotisme. Mais c'est pas parce que le complotisme est une vision erronée du monde que les complots n'existent pas. Comme le dit Punky Pirate, se poser des questions n'est pas du complotisme. Vous voyez la différence? Lisons. Par une ironie involontaire, il faut déclarer avoir plus de 18 ans pour accéder au dossier Epstein sur le site du ministère de la Justice américain. Cette formalité remplie, tout le monde peut participer à l'immense enquête virtuelle pour tenter d'assembler les pièces du puzzle que constituent les activités et les relations de Jeffrey Epstein. L'affaire figure déjà parmi les grands scandales américains contemporains, alors ça c'est sûr. Hein. Si on prend un petit peu de recul, l'histoire est énorme.
Elle compte autant de célébrités que l'affaire Bernard Madoff, autant de détails scabreux que le scandale Harvey Weinstein, autant de mystères que celui du Watergate ou l'assassinat de JF Kennedy. Et plus encore de ramifications internationales. Depuis 10 jours, les médias et les journalistes, rejoints par des enquêteurs amateurs, épluchent les 3 millions de pages mises en ligne. Vous aussi, vous pouvez faire l'enquêteur si vous le souhaitez. Hein. Tout le monde a accès à ces documents. Qu'il faut lire une à une, sans compter les vidéos et les photos. Dans les dîners en ville à Washington, il est presque flatteur d'avoir son nom mentionné au moins une fois dans les dossiers Epstein. Quoi ? Dans les dîners en ville à Washington, il est presque flatteur d'avoir son nom mentionné dans les dossiers ? Ah, pour pouvoir expliquer qu'on a refusé de le rencontrer. Dis donc, j'ai vu ton nom dans les Epstein Files. Oui, mais c'était pour dire que moi j'ai refusé de déjeuner avec cet homme d'affaires, ce multimillionnaire, voilà, dont tout le monde pouvait savoir, notamment à partir de 2008, que le mec était totalement infréquentable, puisqu'en 2008, il est condamné par la justice américaine à de la prison pour sollicitation de prostituées mineures. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnalités politiques ou chefs d'entreprise qui, depuis quelques jours, disent « Ah, mais je savais pas », alors que c'était littéralement une information accessible à tous, voilà, sur Jeffrey Epstein. Plus problématique est quand ce nom apparaît de façon répétée. Alors là, c'est par exemple le cas de Jack Lang, hein. Lui, il n'apparaît pas une fois dans les Epstein Files. On a beaucoup parlé de Jack Lang ces derniers jours. J'essaie de trouver le chiffre. Je crois que c'est plusieurs centaines de fois. J'essaie de trouver l'info pour être un petit peu... J'essaie de vous trouver le chiffre exact. Qu'est-ce que quelqu'un l'aurait ou pas le chiffre ? Quelqu'un l'aurait ? Ah, je vois une centaine de fois. Moi j'avais plus. Ah, voilà, j'ai une source qui me dit citer plus de 600. Voilà, la source est TF1, tf1.fr, plus de 680 fois. Voilà, vous me dites 635, 650, on est là-dessus. Voilà. TF1 nous dit, tf1.fr, plus de 680 fois. La liste des personnalités compromises ne cesse de s'allonger. Hein. Ces derniers jours, je vous ai fait une liste de toutes les personnalités internationales citées. Mais celle des questions en suspens aussi. Car les découvertes en même temps qu'elles révèlent l'épaisseur du carnet d'adresses d'Epstein soulèvent autant de nouvelles interrogations qu'elles apportent des éléments nouveaux. Les premières questions sont suscitées par l'étendue du caviardage. C'est le sujet de l'article, ok ? Des pages publiées par le ministère de la Justice. Des pages entières, parfois, sont recouvertes de noir, et les noms masqués sont plus fréquemment ceux des contacts d'Epstein que ceux de ses victimes que le ministère devait pourtant protéger. Le Figaro n'est pas un média complotiste. Le Figaro nous dit que les noms masqués sont plus fréquemment les noms de contacts Epstein que des victimes. J'ai pu constater qu'il y avait des tonnes de caviardage totalement inutiles, en plus de l'absence de caviardage des noms des victimes. Ce qui nous préoccupe, a dit par exemple un élu démocrate américain, une élue qui s'appelle Jamie Raskin. Après avoir accédé lundi aux documents non expurgés. Parce que les membres de la commission des affaires judiciaires à la Chambre des représentants américains, eux, ont accès aux documents non caviardés. Et cette élue démocrate, elle dit il y a un souci, quoi. Alors, les conditions d'accès à ces documents sont un peu compliquées. Ils doivent aller dans une annexe du ministère de la Justice, où il y a 4 ordinateurs. Seuls, ils peuvent être que tout seuls dans le truc, et sans autorisation de les copier. Donc c'est des conditions extrêmement restrictives, quoi. Et ils peuvent pas copier, ils peuvent pas... Le Congrès a demandé la divulgation complète des dossiers, à l'exception des noms des victimes, a dit donc l'élu démocrate Raskin. Malheureusement, les noms de plus d'une centaine de femmes impliquées dans cette affaire n'ont pas été supprimés.
Ce qui est déconcertant et stupéfiant. C'est très déroutant, le ministère de la Justice doit s'expliquer, le pays tout entier devrait pouvoir lire ce que cette loi fédérale les a obligés à produire. Le républicain maintenant, Thomas Massie, et un autre démocrate, Ro Khanna, qui est le duo à l'origine du vote du Congrès de la loi sur la transparence des dossiers Epstein, qui a obligé le ministère américain de la Justice à publier les documents, ont aussi consulté en début de semaine les versions originales, sans caviardage. Quelqu'un me dit, et je crois que Diesel a raison, il leur faudrait 7 ans pour tout lire avec seulement 4 ordinateurs. Je crois que quelqu'un a calculé le temps qu'il faudrait pour lire tous les Epstein Files. Alors je ne sais pas si c'est une bêtise ou pas, mais j'ai vu cette info. On parlerait de 7 ans de lecture. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ce chiffre. Et donc les deux élus, là, ont consulté lundi les versions originales. Massie a accusé le ministère d'avoir retiré certains documents de son site. Il a aussi dit avoir pris connaissance des noms d'au moins 6 hommes caviardés dans les documents, alors qu'ils sont probablement incriminés par leur inclusion dans ces dossiers. Aucune explication n'est donnée quant à la raison pour laquelle ces personnes ont été expurgées, dit Khanna, qui est un élu démocrate. Massie a dit qu'il allait devoir divulguer leur identité lors d'une audition au Congrès. Au moins un de ces hommes serait citoyen américain, un autre un étranger, la nationalité des autres n'est pas claire. Ce que nous recherchons, ce sont des hommes à qui Jeffrey Epstein a vendu des femmes, a dit Massie. L'élu a aussi publié une capture d'écran d'un courriel où Epstein dit avoir... Attends, on rentre dans des trucs un peu gore là, je m'en excuse. L'élu a aussi publié une capture d'écran d'un courriel où Epstein dit avoir adoré la vidéo de torture. Le destinataire a été désigné comme un homme d'affaires émirien, Sultan Ahmed Ben Sulayem, dont le nom avait initialement été caviardé. Donc déjà, l'élu manifestement a contourné le caviardage et a publié un truc. Massie a aussi fait référence à une liste de 20 personnes dont tous les noms ont été caviardés, à part ceux d'Epstein et de Maxwell, et une note du FBI sur les complices potentiels d'Epstein, qui ne mentionnait initialement que les noms d'Epstein et de sa complice Ghislaine Maxwell, qui est la seule personne à ce jour condamnée dans ce dossier. Elle est en prison. Vous savez que Epstein, lui, s'est suicidé en prison. Je mets des guillemets à suicider, puisque même les médias les plus rigoureux, Le Monde a fait un papier là-dessus il y a quelques jours encore, se posent énormément de questions sur les conditions dans lesquelles Epstein a trouvé la mort dans sa cellule. On en a déjà beaucoup parlé ici. Le ministère de la Justice a depuis révélé une partie de ses noms, dont celui de Leslie Wexner, qui est un milliardaire et ancien propriétaire de la marque de lingerie Victoria's Secret, que conseillait Epstein, et celui de Leslie Groff, qui est l'assistante d'Epstein et qui gérait sa propriété de Palm Beach. Le ministère de la Justice est depuis de nombreux mois en mode dissimulation. Quelqu'un me disait, mais qui a caviardé? Qui a censuré? A priori, le ministère de la Justice. C'est ce que dit cet élu, en tout cas. Le ministère de la Justice est depuis de nombreux mois en mode dissimulation et essaie de tout balayer sous le tapis, a accusé Raskin. Donc c'est un élu américain qui le dit. C'est pas un obscur zozo derrière un compte X dont on ne connaît pas l'identité. Nous devons organiser des auditions avec les victimes, nous devons enquêter sur l'argent, nous devons enquêter sur la hiérarchie organisationnelle. Il dit, il est impossible de diriger un réseau international de trafic d'enfants de 1 milliard de dollars avec seulement 2 personnes commettant des crimes. Jeffrey Epstein, donc qui est mort, et Ghislaine Maxwell. Nous devons donc déterminer quels autres complices étaient impliqués. Ce monsieur, il dit un truc assez cohérent. Il dit, vu l'étendue du trafic de jeunes femmes, et notamment mineures, il ne pouvait pas être que 2. Il y a des complices, il y a d'autres responsables, il y a d'autres coupables, et nous devons, c'est notre devoir, nous devons les trouver. Thomas Massie a aussi appelé à la démission Howard Lutnick, qui est le secrétaire au commerce de Trump. Celui-ci avait déclaré en 2005, avoir décidé en 2005 de rompre tout lien avec Jeffrey Epstein après l'avoir rencontré pour la première fois, mais des courriels ont révélé qu'il avait maintenu des liens amicaux des années plus tard. Lutnick a commencé par dire que les médias avaient tout inventé, comme d'habitude, mais il a fini par admettre mardi lors d'une audition devant le Sénat qu'il s'était rendu en 2012 sur l'île privée d'Epstein, dans les Caraïbes,
2012, c'est 4 ans après 2008, la condamnation d'Epstein par la justice américaine, tout en insistant sur le fait qu'il était accompagné de sa femme et de ses enfants et n'avait été témoin de rien. Je ne me souviens pas pourquoi nous l'avons fait, a-t-il ajouté, c'est quand même dommage. Pourquoi est-il parti en vacances sur l'île privée d'Epstein? Quand on pose la question au secrétaire d'État au commerce, il dit « Je ne me souviens pas ». De nouvelles questions ont surgi sur la connaissance qu'avait Donald Trump des activités de Jeffrey Epstein avec des jeunes filles mineures. Alors que le président américain a régulièrement affirmé avoir ignoré les crimes sexuels commis par Jeffrey Epstein, parce qu'à un moment ils ont été proches, puis après ils étaient en froid, un compte-rendu du FBI daté d'octobre 2019, exhumé par une journaliste du Miami Herald, semble contredire cette version. Selon ce document, Donald Trump aurait appelé le chef de la police de Palm Beach, Michael Ritter, en juillet 2006, alors que les accusations criminelles pour abus sexuels portées contre Jeffrey Epstein venaient d'être rendues publiques, pour dire à la police que les activités d'Epstein avec des adolescentes étaient bien connues à New York et à Palm Beach. Dieu merci, vous l'arrêtez, tout le monde savait qu'il faisait ça, aurait dit Trump à la police. Les gens à New York savaient qu'Epstein était répugnant. Selon ce compte-rendu, Trump aurait déclaré que Maxwell était la complice d'Epstein, qu'elle était malfaisante, qu'il fallait se concentrer sur elle. Trump a raconté qu'il s'était trouvé une fois en présence d'Epstein alors que des adolescentes étaient présentes et qu'il s'était tiré en vitesse. Trump a été l'une des premières personnes à appeler lorsque les gens ont appris qu'ils enquêtaient sur Epstein. Trump a également déclaré au policier Ritter qu'il avait expulsé Epstein de son club de Mar-a-Lago. L'enquête de la journaliste de Miami Herald sur Epstein en 2017 avait abouti aux nouvelles poursuites contre Epstein et son incarcération. Là encore une fois, bon, les médias ne sont pas des anges et parfois ils font mal leur travail, mais là on se rend compte quand même que ce qui a amené aux poursuites judiciaires contre Epstein, c'est une enquête de journalistes. Tout cela a été censuré pour une raison indéterminée et incompréhensible, a dit Raskin. Cela semble contredire certaines déclarations récentes du président Trump, selon lesquelles il aurait expulsé Jeffrey Epstein de son club ou lui aurait demandé de partir. Je résume un petit peu cette histoire. Ce que cet élu dit là, c'est Trump a déclaré qu'il avait toujours ignoré que Epstein se livrait à des pratiques illicites, délictuelles ou criminelles. Voilà. Mais pourtant, il aurait appelé la police en 2006 pour dire que lui savait et que tout le monde savait. Bah, c'est ça la question qui est posée. Voilà. Je vous lis un petit peu. Si on a le temps, on lira peut-être cet article. Des voix s'élèvent pour que la justice française ouvre aussi des enquêtes. Voilà. Encore une fois, c'est des questions et on n'a pas les réponses. Et je concède que la frontière est mince entre le complotisme qui consiste à voir des complots partout et de penser que le monde est gouverné, dirigé par des groupes occultes de puissants qui se réunissent en secret pour gouverner nos destinées. Vous savez, ça c'est les choses qu'on lit et qu'on entend, et il y a des gens qui fonctionnent avec ce logiciel-là, que le monde n'est qu'un immense complot, ça c'est le complotisme. Et la frontière est mince entre ça et le fait de reconnaître que des complots existent. Voilà. C'est pourtant le cas Sam, oui bien sûr, les fameux réunions occultes, oui. Et que les complots existent. Et c'est le travail de la justice et le Watergate par exemple, bien joué, et des journalistes aussi, de mettre ça à jour. C'est un peu ce que nous dit le Figaro ici finalement. Est-ce que j'ai un peu de temps? Qu'est-ce qui me reste? Oui, j'ai un petit peu de temps. On a un article toujours dans le Figaro sur des voix s'élèvent pour que la justice française ouvre des enquêtes. Hein? Que dit-il cet article de Jeanne Durieux? Parce qu'il y a une enquête déjà en cours par le parquet national financier sur Jack Lang.
Mais plutôt sur le côté paradis fiscal, puisqu'on sait, grâce à l'enquête de Mediapart notamment, que Jack Lang et sa fille étaient dans une... leur nom était dans une boîte créée avec Jeffrey Epstein, on en a beaucoup parlé ici, qui était localisée dans un paradis fiscal. Donc il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet national financier. Après l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier sur Jack Lang et sa fille, c'est le caractère pédocriminel des activités de Jeffrey Epstein et ses relations qui pourraient intéresser la justice française. Le 10 février, Ebba Carlsson, suédoise de 56 ans, a déposé plainte auprès du parquet de Paris contre Daniel Siad, rabatteur présumé du multimillionnaire, pour viol et traite d'êtres humains. Information du Point, confirmée par l'agence France Presse. Cette femme avait déjà porté plainte pour viol en 2020 contre Gérald Marie, l'un des anciens directeurs de l'agence de mannequins Elite, procédure classée pour prescription. À l'époque, elle ne connaissait pas l'identité de Daniel Siad, qui l'aurait violée dans le local piscine d'une maison à Cannes dans les années 90, mais depuis, Ebba Carlsson a reconnu Daniel Siad sur des photos publiées par le ministère de la Justice américain dans le cadre de l'affaire Epstein. Si les faits dénoncés sont prescrits, prescription, il pourrait cependant permettre au parquet de Paris d'ouvrir une enquête pour examiner les connexions d'Epstein avec Daniel Siad et plus largement en France. Mardi sur Europe 1, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, a écarté l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire tout en appelant à une saisie de la justice pour faire toute la lumière s'il y a des ramifications françaises. Alors pardon, je troll, mais commission à l'Assemblée d'enquête sur l'audiovisuel public, oui, mais commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein et sur les éventuelles ramifications de cette histoire en France, non. Ok, je le note. Dès le 8 février, l'association Innocence en danger a réclamé la réouverture d'une enquête déjà lancée en 2019 sur les agissements de Jeffrey Epstein et de son associé, l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel, sur le territoire français. Mais elle avait été refermée après le suicide de ce dernier en 2022. Il est pourtant certain, s'offusque la présidente de l'ONG, auprès du Figaro, que Jeffrey Epstein ne laissait pas ses habitudes sexuelles derrière lui lorsqu'il venait à Paris, c'est-à-dire 12 fois par an. Il avait un appartement dans les beaux quartiers parisiens de 800 mètres carrés, monsieur Epstein. Le multimillionnaire américain avait... 740 mètres carrés, les médias disaient 800, le Figaro dit 740, pardon. C'est un petit studio en fait. Qu'est-ce que je troll ? C'est Twitch qui me transforme comme ça ? C'est affreux. Le multimillionnaire américain avait acquis en 2002 pour quelques 3,5 millions de dollars une luxueuse résidence de 740 mètres carrés située au 22 avenue Foch dans le 16e arrondissement de Paris. Plusieurs témoins interrogés décrivent de nombreuses photos de femmes, souvent nues, accrochées sur les murs. Le logement accueillait également une salle de massage, ce qui était également le cas dans son appartement new-yorkais et dans sa résidence dans les îles Vierges. Outre-Atlantique, le prédateur sexuel y agressait ses victimes. Après leur avoir demandé un massage, à Paris, le multimillionnaire se faisait masser jusqu'à 4 fois par jour. Si la correspondance d'Epstein ne permet pas pour l'heure d'établir que des agressions sexuelles ont bien eu lieu en France, au 22 avenue Foch, elle indique cependant que l'Américain restait à l'affût de nouvelles femmes qu'il pouvait rencontrer lorsqu'il était en France. En juillet 2019, après l'arrestation d'Epstein à l'atterrissage de son jet dans le New Jersey, puis son inculpation pour exploitation sexuelle de mineurs, qui devait le mener au procès où il n'a pas pu comparaître puisqu'il s'est suicidé en prison, l'association Innocence en danger publie un communiqué pour encourager des témoins en France à parler. J'ai fait un signalement auprès du procureur, relate la présidente de l'ONG, qui affirme avoir été contactée par une dizaine de personnes. Une partie d'entre elles lui confie avoir été victime de viol ou d'agression sexuelle par Jean-Luc Brunel ou Jeffrey Epstein. Elles étaient toutes terrorisées à l'idée de parler. Une d'entre elles m'a dit qu'elle avait signé un accord de confidentialité comme tous les employés de la maison d'Epstein. Dit la présidente de l'ONG qui poursuit, 2 parmi elles habitaient Paris ou étaient de nationalité française. Une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle est ouverte au cours du mois d'août, donc en France, et confiée au groupe central des mineurs victimes au sein de la PJ. En septembre 2019, des perquisitions sont menées par un groupe d'officiers de la PJ au 22 avenue Foch. Fait étrange, le 21 août, quelques jours avant cette perquisition, l'appartement parisien est visité par son intendant, à son service depuis une vingtaine d'années, sans qu'on sache ce qu'il venait y faire. Une information judiciaire est ouverte en décembre 2020 à l'encontre de Jean-Luc Brunel pour viol sur mineur de plus de 15 ans et traite d'êtres humains. Ce dernier est arrêté en 2020, se suicide en cellule en 2022. Peu après, la juge clôture la procédure
sans laisser aux enquêteurs le temps de finir leurs investigations. Cette enquête n'aurait jamais dû être fermée, dit la présidente de l'ONG, Oméra Sellier, qui compte désormais refaire un appel à témoins à l'intention des victimes comme des témoins des agissements d'Epstein. Voilà. Alors quand on me dit parfois « Ah, mais les médias parlent pas de tout ça », bah moi je trouve que les médias, ceux que je consomme, la presse écrite, quotidienne, nationale notamment, ici le Figaro, hier Le Monde, il y a quelques jours Mediapart, bah pardon, mais ça bosse, ça se pose des questions, et ça soulève des questions qui sont quand même hyper dérangeantes, quoi. Voilà. Bon, quelque chose me dit que nous n'avons pas fini de parler de cette affaire Epstein. Moi, je garde en tête cette information. Vu l'étendue de ce réseau, de ce trafic, imaginez que seules 2 personnes étaient responsables, impliquées, coupables. Ghislaine Maxwell qui est en prison actuellement et Jeffrey Epstein qui est mort aujourd'hui. 2 personnes seulement, c'est impossible. Il y a d'autres gens à poursuivre. Voilà. Il me reste une demi-heure, ça va, on est bien. Je vous lis un petit peu. Et puis on enchaîne avec des émissions, des infos un peu plus légères, notamment Sophie Adeno, la française qui part dans l'espace. Camille nous dit, si vous saviez à quel point les victimes d'agressions et de viols sont tellement pas écoutées en France, c'est une folie, nous le savons. J'ai accompagné bon nombre d'enfants victimes et à chaque fois c'est classé sans suite. Alors, sur le fait que l'Assemblée ne veut pas, en tout cas la présidente de l'Assemblée ne veut pas ouvrir de commission parlementaire sur l'affaire Epstein en France, j'ai une info très intéressante de Gigalit, merci à toi, qui nous dit « Normal de refuser, tu ne peux pas commander une enquête parlementaire si une enquête judiciaire est en cours. » C'est une information de Jean Massier, dont je connais la rigueur, donc c'est sans doute une bonne info. Et c'est aussi l'avis de Masral. Là, on mélange tout, désolé. D'un côté, on voudrait vérifier la rentabilité et la neutralité d'un audiovisuel d'État. Cette commission est une honte, mais ça n'est pas le sujet. Et de l'autre, une affaire de justice avec des crimes. Normal qu'on passe pas par une commission d'enquête parlementaire. Je comprends. Aucune... Ah, remarque, mais il y a PHV qui nous dit, mais aucune enquête judiciaire est en cours. Oui, remarque, t'as raison. Alors j'entends les arguments, mais il n'y a aucune enquête judiciaire qui est en cours en France. Il y a une enquête du parquet national financier sur les petits placements hasardeux dans des îles de Jack Lang, mais il n'y a pas d'enquête en France. Mais c'est vrai. Puisque celle-ci a été close. Donc cet argument de... On ne peut pas faire de commission d'enquête parlementaire là-dessus parce qu'il y a une enquête judiciaire. Mais il y a une enquête judiciaire. Bonne question. J'aime bien quand le chat pose des questions comme ça. Il faudrait que je demande à Jean. Bon, à suivre. Quelque chose me dire qu'on va continuer à en parler. Ok, merci les amis. Voilà pour ce petit coup de projecteur du jour sur l'affaire Epstein. Ce qui est bien, c'est que tous les jours, on en apprend des belles. Alors, un peu plus léger, dans l'actu de ce matin, il y a cette Française, Sophie Adeno, qui s'envole vers les étoiles, nous dit le Parisien en sa une. C'est le principal sujet du Parisien ce matin. Hier, je me félicitais du portrait du journal Le Monde sur cette astronaute. On a eu un débat passionné sur mais pourquoi on dit astronaute alors qu'elle est française, on devrait dire spationaute. C'est vrai qu'avant on disait spationaute et puis maintenant le astronaute, qui était plutôt réservé d'ailleurs aux États-Unis, est passé un peu dans le langage courant et on dit plus tellement spationaute. Elle-même, Sophie Adeno, quand elle se présente, elle dit astronaute. Voilà. Donc, peu importe, vous verrez ce terme d'astronaute
C'était celui qu'utilisait Le Monde hier, c'est aussi celui qu'utilise le Parisien ce matin. Comme le dit avec beaucoup de poésie Kebab, pain pita dans le chat, en fait on s'en branle, oui, c'est juste un débat sémantique, tout à fait. Voilà. Donc, voilà. Astronaute, mais quelle destinée, c'est magnifique. Parce que Sophie Adenau va passer 8 mois dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et elle deviendra l'astronaute européenne qui aura passé le plus de temps dans l'espace. C'est fou, hein. Cap sur les étoiles. L'astronaute doit décoller vendredi, ça a été reporté d'un jour, hein, c'est ça, vers la Station Spatiale Internationale, donc l'ISS, pour une mission de 8 mois. La Nivernaise sera la deuxième française de l'histoire en orbite, après la pionnière Claudie Aigneret. D'ailleurs, dans le portrait du Monde hier, elle racontait comment, dès 8 ans, elle a su qu'elle voulait devenir astronaute, et qu'à 14 ans, elle avait suivi à la télé l'aventure spatiale de Claudie Aigneret, et là, elle s'était dit, mais en fait, c'est possible, quoi. Voilà. L'étoffe d'une héroïne, Sophie Adenau doit s'envoler ce vendredi pour l'ISS, donc vendredi c'est dans 2 jours. Hein. Ceux qui ont croisé sa route saluent sa grande humanité, parce qu'alors, il y a ses qualités, son parcours académique, bien sûr, le travail gigantesque qu'elle a dû fournir pour en arriver là, vous imaginez la sélection de fous. Hein. Mais il y a aussi tous les gens avec qui elle a bossé qui disent waouh, c'est un cœur, elle a un cœur comme ça. Humainement, c'est une femme incroyable, et quand elle bouge d'aventure pro, à chaque fois les gens disent ah non, t'en vas pas et tout. C'est assez chou, quoi. Peu de gens se rendent compte en contemplant l'immensité du ciel que s'y niche un couloir étroit. Ils sont encore moins nombreux à le franchir. Sophie Adenau sera bientôt de cela. À 11h15, ce vendredi, heure de Paris, sauf nouvel imprévu lié à la météo ou autre incident, cette Française de 43 ans s'arrachera de la Terre, poussée à une puissance de feu équivalente à 30 TGV, et en quelques minutes deviendra officiellement astronaute. Bon, c'est pas pour me la péter, c'est pas pour me la raconter, mais moi aussi, je prends le TGV, et même assez régulièrement. Donc, voilà. 28 heures et des poussières cosmiques plus tard, son vaisseau parvenu à bon port, elle s'engouffrera dans le vestibule de la maison qu'elle habitera pendant environ 9 mois, l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Le passage entre son radeau futuriste signé SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, et l'immense labo flottant n'est pas seulement fonctionnel, il est aussi symbolique. Devant elle, une nouvelle vie, derrière elle, 30 années consacrées à la faire advenir. Tu te la racontes quand même, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ce chemin vers les étoiles, Sophie Adenau l'a compté à des centaines de jeunes lors d'une visioconférence retransmise à l'Elysée jeudi. J'ai commencé à en rêver lorsque je devais avoir entre 8 et 10 ans, dit-elle. Depuis le siège de la NASA à Houston, au Texas. Voilà. Et à 14 ans, ce mirage est devenu une possibilité concrète, un déclic, c'est ce que je vous disais à l'instant, provoqué par le vol en 96 de Claudie Aigneret, première française à s'élever par-delà l'atmosphère. L'adolescente se serait simplement dit, si une femme l'a déjà fait, pourquoi pas moi ? Voilà. À l'époque, cette détermination n'échappe pas à Michel Viseau, exobiologiste au Centre national d'études spatiales, le CNES, qui la rencontre à Toulouse, alors qu'elle n'est qu'une lycéenne passionnée. Il se rappelle aujourd'hui d'une gamine très vive, très intelligente, très curieuse. Ouais, ce qu'on a été curieux, c'est qu'ils disent ah, je me rappelle de Sophie. Elle était pas maline. Elle était pas très fut, pas très éveillée. Ce serait drôle. Ouais, c'était pas très impressionnante la Sophie. Pour lui, Sophie Adenau est une personnalité à haut potentiel, mais surtout une force tranquille qui sait ce qu'elle veut sans que cela devienne une obsession dévorante. Elle a aussi organisé son parcours professionnel de façon à optimiser ses chances tout en cherchant à s'épanouir sur Terre. Elle ne s'est pas forcée à faire autre chose que ce qui lui plaisait, souligne l'astronaute Jean-François Clairvoy, qui voit en elle le profil parfait mêlant la rigueur de l'ingénieur à la maîtrise opérationnelle de la pilote d'essai. Car le CV de la Nivernaise, fille d'un notaire et d'une pharmacienne, est le fruit d'une ascension méthodique. Diplômée de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, l'ISAE Super-Héros en mécanique de vol, elle s'envole ensuite pour le prestigieux MIT aux États-Unis. Ah bah ça, le Monde n'en parlait pas hier. Le Monde parlait de toutes les écoles prestigieuses où elle était allée, comment elle était devenue pilote de chasse, pilote de test d'hélicoptère, 3000 heures de vol, des missions incroyables. Mais ils n'ont pas parlé du MIT. C'est Sugar qui nous disait hier, parle pas du MIT. Bon, elle est passée au MIT, nous dit le Parisien, où elle a étudié comment le cerveau humain s'adapte à la gravité artificielle. Mais la théorie ne suffit pas, c'est assoiffé d'aventure.
En 2005, elle intègre l'armée de l'air pour devenir pilote d'hélicoptère. Elle enchaîne les missions de recherche et de sauvetage en environnement hostile, notamment en Afghanistan. Waouh! Avant de devenir en 2018 la première femme pilote d'essai d'hélicoptère en France. Hein? Elle aura accumulé en 4 ans plus de 3000 heures de vol sur 22 types d'appareils. Incroyable. Donc parcours de fou. C'est fort de ce parcours d'élite que Sophie Adenau a été sélectionnée par l'Agence spatiale européenne ESA en 2022 parmi 22 500 postulants. Et moi je me rappelle de ça. Vous vous rappelez, l'Agence spatiale européenne en 2022 avait lancé une campagne de recrutement des futurs astronautes européens et européennes. Et tout le monde pouvait postuler. Toi, Marine, toi, Bull 59, toi, MMG, toi, le Hardy, toi, Diesel, tout le monde veut. Moi, Samuel Etienne. Et c'est très drôle parce qu'à l'époque, les recruteurs de l'ESA ont dit. Alors, on a vu plein de CV arriver. et on a eu plein de CV de gars, de bonhommes, qui avaient vraiment pas les qualifications, mais aucune chance, et qui étaient en mode. Après tout, pourquoi pas? Je suis sûr que je pourrais faire décoller une fusée, moi. Un peu comme, tu sais, je suis sûr que je pourrais faire atterrir un avion. Vous vous rappelez de ça? Donc plein de bons hommes comme ça, voilà, un peu sur deux en vrai. Et en revanche, les recruteurs disaient c'est dommage parce qu'en revanche, il y a plein de femmes qui pourraient avoir le profil et qui postulent pas. Voilà. Qui est aussi le reflet de comment notre société fonctionne, quoi. Continuons. Voilà. Une fois diplômée en 2024, elle a dû affronter un défi de taille, se préparer pour l'ISS en 2 ans et 10 mois, ce qui est un temps record. Hervé Stévenin, son instructeur pour les sorties dans l'espace, décrit une élève extrêmement consciencieuse, toujours munie de son iPad, comme moi. Voilà. Hein? Vous avez vu? Moi aussi je prends le TGV, moi aussi j'ai un iPad. Voilà, le syndrome de l'imposteur chez les femmes, c'est le mot que je cherchais, et le biais du prétendant chez les mecs. Merci, Expulso, c'est ça, ouais. Moi aussi j'ai un iPad. Donc, toujours un iPad, pour prendre des notes et réviser ses procédures jusqu'à tard le soir, ou les week-ends. Moi aussi je travaille tard le soir, à jouer à Archero 2 sur ma tablette, ou à jouer à Valorant pour faire rire les amis. Ce qui l'a sauvé de l'épuisement, son optimisme inébranlable. À chaque fois qu'elle s'est heurtée à des difficultés, parce qu'elle a dû en rencontrer, hein, elle s'est... Au lieu de le prendre comme une frustration, sa façon de voir les choses était de dire chouette, là j'ai pas fait ce que je voulais, mais je viens d'apprendre quelque chose. Hein. Un état d'esprit qui l'avait déjà poussé à retenter sa chance après une première tentative manquée de rejoindre l'ESA en 2009, parce qu'en 2009 elle avait déjà tenté de rejoindre l'Agence spatiale européenne, elle avait échoué. Et elle l'avait retenté plus tard. La discipline à laquelle s'astreint celle qui a accédé au grade de colonel en 2023 peine à masquer cette profonde gentillesse qu'évoquent ceux qui la côtoient. Voilà, alors ça c'est un truc qu'il n'y avait pas dans l'article du Monde. Il paraît que c'est une crème en plus. Parce que parfois il y a des gens un petit peu dans le boulot, c'est un petit peu exigeant, un petit peu... tu vois, ils donnent tout et puis ils s'embarrassent peut-être pas forcément dans leur rapport aux autres, quoi. Et alors tout le monde dit que c'est une crème. Est-ce aussi pour cela qu'on aurait tenté de la retenir tant au MIT qu'à l'armée? À chaque fois, les gens voulaient la garder, quoi. Les échos qui reviennent partout où elle est passée, c'est qu'elle a toujours été remarquable et en plus de cela, d'une très grande humanité. Bimba Oye, son médecin d'équipage, parle de ces 2 cœurs qui battent dans sa poitrine. D'un côté, la pilote d'essai au geste précis, et de l'autre, hey! Les amis, c'est l'heure du maquillage. Ah oui, les 44. Comment vas-tu? Tu vas bien? Donc pardon, alors les amis qui nous écoutaient en podcast audio, vous allez rater cette scène. Quand il y a MVP, on me fait beau, on vient me maquiller, voilà, et c'est l'heure. J'espère que je ne vais pas trop t'embêter. Pousse tout ce que tu veux. Si tu veux pousser ce casque, cette chevelure abondante, n'hésite pas. Voilà. Tout le monde te dit bonjour. Hello. C'est la meilleure scène. Oui, il y a un gros chantier, oui. Oui, je sais. On est en train de parler de la française qui va dans l'espace. C'est pas déjà fait? Oh, c'est mignon! La restauratrice en patrimoine. Vous êtes bête, hein? Tu me dis, hein? Tu me dis. Donc voilà, 2 cœurs, elle aurait 2 cœurs. Donc, d'un côté, la pilote d'essai au geste précis, de l'autre, la professeure de yoga certifiée. Amoureuse du grand air, de la randonnée. Voilà.
Il y a un livre qui sort d'un journaliste qui s'appelle Marc Dana. Ah, mais je le connais, Marc Dana, c'est un journaliste de. Je l'ai connu à France Télévisions, qu'un reporter, qu'un grand reporter. Dans la biographie que publie ce mercredi le journaliste Marc Dana, qui est un super journaliste. Sophie Adenau de la Terre aux Étoiles, l'acolyte, rapporte cette salutation au soleil, posture de yoga de bon matin en plein stage de survie. C'est une fan de yoga. Un peu énervant, ces gens parfaits. Bon vol à elle, dit Poppy Pop. Ah ouais, il y en a des comme ça. Voilà. Dans la tribu de Dana dans la vallée. Oh non, arrêtez avec la. Ah, les blagues, je les ai pas vues arriver. Marc Dana, très bon journaliste. Si ces missions en orbite durent environ 9 mois comme annoncé, pourquoi on m'avait parlé de 8 mois? Pourquoi on est à 9 mois? La Française devra puiser en elle de nouvelles ressources dans une station où on ne peut ouvrir ni porte ni fenêtre. C'est quoi cette info? Comment ça, on peut pas ouvrir des fenêtres Attendez, on peut pas aérer la station spatiale internationale? On peut pas faire un petit courant d'air? Je comprends pas. C'est quoi cette info? Alors on peut pas ouvrir les portes et on peut pas ouvrir les fenêtres. Ça alors? C'est drôle. Alors l'article nous rappelle qu'elle exprime subtilement son refus d'être une femme alibi. Si elle reconnaît volontiers la place des pionnières, elle répète qu'elle espère autant inspirer les petits garçons que les petites filles. Voilà. Au collège, aux collégiens et aux lycéens qu'elle rencontre, voilà, elle incite à ne pas avoir peur de l'échec et à faire équipe. Voilà. Belle aventure. Tu voulais m'équiper? Bah ok. Parce qu'il y a Micro aussi qui arrive. Voilà. Le plus chiant, c'est pour sortir le chien de l'ISS. Oui, tiens, t'as raison, comment ils font pour sortir le chien? Très bonne question. Voilà. Et là, vous avez un petit éclairage sur un programme scientifique chargé. Paul Ducléroir, qui est le rédacteur en chef de MVP, qui commence dans 20 minutes, là, me disait: Ah, c'est dommage, les médias parlent pas. On a l'impression qu'on nous parle pas trop du programme scientifique, finalement, c'est important. Le programme scientifique que va devoir mener l'astronaute dans l'espace. Et bien justement, il y a un éclairage dans le Parisien, regardez. Que va-t-elle faire là-haut dans l'ISS? Bon, à mon avis, elle va pas jouer à des jeux mobiles, hein, même si j'ai entendu dire qu'elle avait le droit à son téléphone. Elle participera à environ 200 expériences scientifiques et technologiques. Parmi les projets phares, elle testera EcoFinder, échographie assistée par IA et réalité augmentée, conçue pour permettre aux astronautes de réaliser des examens médicaux en totale autonomie. C'est un dispositif qui préfigure les besoins des futures missions vers la Lune ou vers Mars, où les délais de communication interdiront tout guidage en temps réel à partir de la Terre. L'ancienne pilote d'essai s'exercera aussi sur des simulateurs de pilotage de modules lunaires pour analyser comment le cerveau maintient ses capacités de navigation après plusieurs mois en microgravité. Mais la vie à bord de l'ISS impose aussi des activités plus prosaïques. Je sens qu'on va nous parler de toilettes là, ou de caca là, je pense que ça y est, c'est le moment. Ou de prout, parce que c'est une question importante que nous avons sur cette chaîne, c'est peut-on péter dans l'espace? Et est-ce autorisé de péter dans 6 mètres cubes? Voilà. Quand tu passes 8 mois avec des gars dans 6 mètres cubes dans l'espace, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est autorisé? Paul, je me pose la question. Péter dans l'espace? Ouais. Moi je dirais que non parce que quand même c'est chaud. C'est chaud, c'est ce que Paul est d'accord. Ça réchauffe l'atmosphère notamment. 6 mois, il sort du métro donc tu peux continuer un petit peu. Super, génial. Ah, c'est trop mignon. Dans la classe de ma fille, dit Lily Plus, les enfants vont planter en même temps que Sophie Axeno des graines d'une espèce de salade qui a besoin de très peu d'eau et de voir la différence entre le développement de la plante dans l'espace ou sur Terre. Ou sur Terre, c'est génial de faire ça. Voilà. Donc on arrive sur du prosaïque. Voilà. Sophie Adenau va devoir endosser les rôles de plombier, on n'est pas très loin des WC, vous avez vu, ou d'électricien pour assurer la maintenance technique de cette station maison qu'est l'ISS. Tu me dis, hein. L'équipage aura l'équivalent d'un jour de repos par semaine. Les astronautes sont bien occupés. Le soir, ils ont un petit peu de temps pour lire, regarder un film. Putain, c'est la belle vie quand même. Parler à la famille, prendre des photos. Pop, 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 pop. Sans oublier le sport, il est recommandé d'en faire 2h30 quotidiennement. 2h30 quotidiennement? Car les muscles s'atrophient rapidement d'apesanteur, y compris le muscle cardiaque. Waouh. C'est fou. Du coup, ils ont des tapis pour courir ou...
Comment vont se passer les premiers jours? Le franchissement du sas de l'ISS marque le début d'une métamorphose brutale. La coéquipière et commandante du vaisseau de Sophie Adenau, l'astronaute expérimentée Jessica Meir, a comparé l'arrivée d'un rookie à celle d'un nouveau-né. Il faut réapprendre. Bien sûr. Tiens, on passe le micro. Hop. Quelle équipe de choc. J'ai l'impression d'être une Formule 1 au pit stop. Merci à toi. Ça va, ça tient? Oui, je pense que ça va le faire. Je me sens trop bien. Hop, parfait. Et je le fixe derrière. Ou tu veux qu'on le mette là? J'ai peur qu'on le voit devant. Ouais. C'est pas mal. Tac. Vas-y. N'en profitez pas pour mater, vous les gars dans le chat là, je vous vois. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Petit jogging avec vue sur la terre. Lily Plus, j'avoue, ça va être incroyable. C'est parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup. On peaufine. Et l'oreillette, elle est juste là. Ah merci, bah tu sais, je vais la mettre tout de suite. Si tu veux récupérer la petite boîte, hop, je vais la mettre à gauche. Merci à toi. Maquillage, micro. Ah oui, je t'entends très bien. Oreillette. Hein. Voilà. Donc dans l'espace, il faut réapprendre les gestes les plus élémentaires. Boire, manger, utiliser les commodités. Je savais bien qu'on allait en parler. Attendez. Putain, et le Parisien pensait genre qu'on n'allait pas parler de ça, quoi. Utiliser les commodités. Dommage. Là, il nous faudra un petit encadré. Avec, je sais pas, un tuto, avec des graphiques. Comment ça marche? Pardon, hein. Mais d'être prosaïque. Comment on fait caca dans l'espace? Ouais. Mais le Parisien ne nous le dit pas. Moi, je vous dis, on nous cache des choses. Hein. Dans un monde où la verticalité n'existe plus. Eh oui. Eh oui. Si vous voulez que je vous fasse un dessin? Sur un plan physiologique, la Française devra affronter la redistribution des liquides vers le haut de son corps, phénomène provoquant le syndrome de la puffy face, tête gonflée et d'une perte de repères visuels pouvant entraîner des nausées, des vomissements. Puis une autre question, c'est est-ce qu'elle va réaliser une sortie dans l'espace? Pour l'instant, suspense. Ouais. Mon oncle a travaillé sur les toilettes de l'ISS pendant 10 ans, mais m'en a jamais parlé, me dit Cantley. C'est bien ce que je dis. Je pense qu'on nous cache des choses. Voilà. Mais en tout cas, c'est une sacrée aventure, quoi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors vous voyez pas tout... Ah si, on voit la différence quand même. Si. Lisez la BD de Mario Montaigne sur Thomas Pesquet, vous saurez tout. Me dit Despote. Tout sur le caca? Ok, super, bah ça m'intéresse. Et puis on finit, timing parfait, on a fait une petite revue de presse express d'1h30 et je m'en excuse, sur le Super Bowl. Et ça, vous allez me dire, bien informé que vous êtes, Samuel, Super Bowl, t'es gentil, t'es mignon, c'était dimanche, on est mercredi, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, je voulais vous en parler mardi matin, mais j'ai reporté la revue de presse au soir, et finalement, j'ai oublié de vous en parler. Alors quand même, le Super Bowl et Bad Bunny, événement sportif, musical et politique, puisque du coup Trump était très fâché que le Super Bowl invite Bad Bunny, eh bien je me suis dit je vais quand même leur en parler. Au Super Bowl, Bad Bunny célèbre toute l'Amérique. La star portoricaine a animé dimanche le traditionnel show de la mi-temps de la grand-messe sportive. Let's go. Il est là l'article. Il subsiste un moment de communion nationale aux États-Unis. Merci Sugar. C'est sans doute pendant le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, qui se tenait dimanche soir, 8 février, à Santa Clara, au sud de San Francisco, en Californie. Pour les 130 millions d'Américains qui ont regardé le match sur NBC, il était difficile de croire qu'on était dans l'Amérique de Trump 2, lors de ce match qui a vu les Seattle Seahawks battre les New England Patriots. L'ambiance rappelait plutôt les années de concorde désormais révolues, dans cette société américaine qui est extrêmement polarisée aujourd'hui.
des publicités facétieuses telles que celle de Pepsi volant à Coca sa mascotte, l'ours blanc qui préférait la boisson rivale et doit suivre une psychanalyse, des films bientôt à l'affiche avec des stars immortelles comme Steven Spielberg ou le comédien Brad Pitt, des réclames sur le monde de demain faites d'IA et un message de Toyota à la mi-temps, le chemin ce sont les gens. C'est cette mi-temps qui concentrait toutes les attentions. Le spectacle avait été confié au rappeur portoricain Bad Bunny. L'artiste de 31 ans s'était distingué une semaine plus tôt lors des Grammy Awards, critiquant Donald Trump et sa police de l'immigration, l'ICE, ainsi que des agents fédéraux qui ont tué 2 manifestants américains à Minneapolis, Minnesota. Et Bad Bunny, qui, lors des Grammy Awards, a déclaré, avant de remercier Dieu, je vais dire dehors ICE, nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes des êtres humains, nous sommes américains, avait-il déclaré. Mais les cérémonies artistiques ne sont pas le Super Bowl, même si Bad Bunny a truffé son spectacle de référence politique. Ainsi, il n'a pas fait l'impasse sur l'immigration. Dans une scénette où une famille regarde sa prestation anti-ICE aux Grammy Awards, il offre sa récompense à un enfant qui ressemble au petit Liam, 5 ans, arrêté le 20 janvier à Minneapolis par la police de l'immigration. Mais l'artiste a volontairement ignoré Trump en rendant hommage aux New Yorkers, les New-Yorkais originaires de Porto Rico dans Nueva York. Le chanteur a soigneusement évité de détourner, comme dans son clip, la voix du président. Le spectateur aura surtout retenu un show époustouflant. Bad Bunny avait promis dans un clip diffusé le 16 janvier que le monde entier allait danser le soir du Super Bowl. Ce fut le cas dans une mise en scène reconstituant une plantation de canne à sucre et les rues d'une petite ville portoricaine. Ces chansons en espagnol ne pouvant pas être comprises par tous, il a misé sur la scénographie pour faire passer ses messages. Ces 6 albums ne manquent pas de morceaux sociétaux et politiques qui puisent aussi bien dans le reggaeton que dans la trap, la salsa comme dans la plena ou la bomba, deux musiques d'afro-descendants de son île. Bad Bunny a débuté son show de 15 minutes par Titi Me Pregunto, un chant viril chanté au milieu des coupeurs de canne, puis enchaîne avec Yo Perro Sola, dont il avait tourné le clip habillé en femme. La chanson écrite au féminin supplie les hommes de laisser les femmes danser comme elles le veulent. Le titre est devenu un hymne féministe et pro-LGBT+. Après être arrivé sur le toit de Su Casita, sa petite maison devant laquelle dansent la rappeuse Cardi B et l'actrice Jessica Alba, le chanteur... Putain, c'est un spectacle de fou, qui a regardé ça? J'ai pas vu ça, moi. C'est la nuit, non? Pour nous. Quelqu'un a regardé le spectacle de la mi-temps du Super Bowl? Oui. Et alors? Et c'était bien ou pas? 2h30 du mat? Ah, tu m'étonnes. La rediff, c'était une dinguerie. On peut la voir sur YouTube. C'est dispo sur YouTube? En rediff. Ok. C'était incroyable. Mon mari, et il a adoré. Mieux que les jeux de paris. À croire que Sam ne regarde rien ni personne. Mais les gars, moi je lis les journaux, moi j'ai pas le temps de regarder les trucs. Dispo sur YouTube, tu peux le voir avec tes proches si tu veux. Ok. Voilà, donc là l'article évoque toutes les chansons, souvent avec des messages sociaux et politiques dans les textes. Et Le Monde qui écrit « Si les cérémonies du Super Bowl ont toujours été respectées, le championnat de football de la NFL a été dès la fin des années 2010 le lieu de contestations tumultueuses, notamment lorsque des joueurs ont mis le genou à terre, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant l'hymne national, en guide de protestation contre le racisme et l'injustice sociale lors du mouvement Black Lives Matter. Pour rajeunir ses spectateurs et conquérir les supporters latinos, la NFL a absolument besoin d'attirer les chanteurs les plus prestigieux. Dans ce contexte, le choix de Bad Bunny était sans appel, lui qui a reçu le Grammy Award du meilleur album et fait jeu égal en matière d'audience avec la chanteuse Taylor Swift. Il n'empêche, le choix en plein Trumpisme d'un artiste chantant uniquement en espagnol pour la grand-messe du sport américain était en soi un acte politique. L'affaire n'a pas échappé au monde MAGA, Make America Great Again, la base électorale de Trump. Turning Point, l'organisation conservatrice fondée par Charlie Kirk, l'influenceur MAGA assassiné en 2025, a organisé en guise de programme alternatif ça. Ah oui, il y avait une contre-soirée. Je me souviens de ça. Oui, le contre-concert dont parle Diesel. Son propre événement en ligne, le All American Halftime Show. Waouh. T'as la vache. Cet événement qui a mis en vedette Kid Rock et les chanteurs de musique country Bentley Gilbert et Lee Brice a été vu par 6,5 millions de personnes sur YouTube.
À l'issue du Super Bowl, le président américain ne décollérait pas, était très en colère contre l'invitation de Bad Bunny au Super Bowl. Et il a déclaré, Trump, le spectacle de la mi-temps est absolument épouvantable, l'un des pires de tous les temps. Il n'a aucun sens, c'est une insulte à la grandeur de l'Amérique. Ça rage. Et il ne représente en rien nos valeurs de réussite, de créativité et d'excellence, a-t-il fustigé sur son réseau Truth Social. Personne ne comprend un mot de ce que dit ce type. C'est Trump qui parle, hein. C'est le président américain. Personne ne comprend un mot de ce que dit ce type. Donc manifestement, Trump ne parle pas trop espagnol. No hablo espagnol. Sa danse est répugnante. C'est vrai que Trump, en matière de danse, c'est vrai que c'est une référence. Sa danse est répugnante, surtout pour les jeunes enfants. Qu'est-ce que je troll? Young man. Assez young man. Assez. Voilà. Le magazine Variety résume la soirée. Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Bad Bunny a été un triomphe 100% américain. Celui de Turning Point, donc la cérémonie alternative MAGA, n'était qu'une arnaque. Arnaque? Carrément. Arnaque MAGA. Ennuyeuse. Young man. Young man. C'est l'heure? Oui, mais je crois que tous mes invités ne sont pas encore arrivés. D'ailleurs, on parlait d'aller faire popo dans l'espace. Moi, je vais pas aller faire popo, je vais aller faire pipi. Mais comme j'aime pas vous laisser seul, quand le Simon Puech va débarquer ici, ou Ludo, je sais pas, je vais l'asseoir sur la chaise et je lui dirai, tu peux meubler pendant que je vais faire pipi? Non. Donc voilà. Bon, merci les amis, hein. C'était la matinée Étienne. La matinée Étienne un peu plus courte quand j'ai MVP, 1 heure. Mais on se fait une petite heure, 1 heure et demie comme ça. Ça veut dire que quand même on passe en revue des actualités, hein. Voilà. Et puis là il y a MVP. Alors MVP, attention, ça va être la régalade. MVP, déjà Team de choc. MVP Ma Vie Pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. On parle de travail, d'emploi, de secteur d'activité, de que ferais-je plus tard. Est-ce que je pourrais pas changer de métier aujourd'hui? Il y a des jeux, il y a des chroniques. Dans la bande aujourd'hui vous avez Ludovic B, le taulier. Il y a Lorraine Lévy que j'adore, la créatrice de contenu. Il y a Simon Puech, hein, Ami. Que j'attends dans un instant. Il y a des invités surprises, il y a des métiers surprises qu'il faut trouver, il y a des petits jeux, ça va être la régalade. Donc du 10h à midi, puis à midi, on a notre invité, c'est Ludoc, le réalisateur, le créateur de contenu et youtubeur, dont on parle beaucoup en ce moment parce que c'est lui qui a fait la fameuse vidéo, vous savez, dont 2 épisodes sur 3 ont déjà été diffusés sur cette prise d'otage dans une agence d'influenceurs il y a quelques années. Voilà, à l'époque on n'en a pas trop parlé. Lui a enquêté là-dessus et il en a fait un documentaire assez incroyable. Donc ça c'est Ludoc à midi, on parlera de ça, mais on parlera aussi de sa vie, son œuvre, parce que Ludoc il a déjà un joli parcours. Voilà. Ok, super. Je suis en train de regarder les messages de Vincent, qui s'occupe de mettre cette revue de presse en podcast audio, qui est en train de travailler dessus, hein, et de Mathieu, qui maintenant va essayer de nous couper un petit extrait chaque jour. Hey! Ah, j'ai une mission pour Simon Puech. Ça va les amis? Simon, je dois aller faire pipi. Est-ce que je peux te laisser Ouais, si tu veux. Je peux te laisser les amis quelques secondes là? Alors, t'es sur quoi là? Bah là je disais au revoir. J'étais sur le Super Bowl. Bad Bunny, ok? T'as débriefé Super Bowl déjà? Ouais. Okay. Mais tu vois, de toute façon, attends, je ferme mon WhatsApp parce qu'il y a tous mes secrets. J'ai un petit message de Jeffrey Epstein là. Hop, je ferme là. Faut tout fermer. Tiens, je te. Et merci beaucoup. Vous allez bien? Comment ça va le chat de Samuel? Bon alors Bad Bunny, on en pense quoi? Alors attendez, vous êtes où? Vous êtes là? Et en vrai, son setup il est stylé. Hein. Moi j'ai moins stylé que ça, hein. Ma cam elle bug une fois sur 2 et tout. Salut tout le monde. Bon, vous êtes prêts? Il y a MVP qui démarre juste après. Là il est en pause pipi normalement. Je connais pas, j'ai pas de stats sur la taille de la vessie de Samuel, donc je sais pas si ça va prendre genre 5 minutes ou 30. Je sais pas, vous êtes plus renseigné que moi je pense là-dessus. Mais après MVP qui démarre, en vrai ça va être cool. Comme d'habitude, je pense que si vous suivez Samuel vous êtes habitué. Quoi vous dire, je vois que là il était sur le Super Bowl Bad Bunny, vous en avez parlé, c'était super, ça a battu le record. 135 millions je crois de viewers, c'est trop bien. Sa prostate, je n'ai pas d'informations non plus là-dessus, je vais pas vous mentir. C'est rapide le pipi, ok, Pépin Camille est au courant, visiblement la modératrice. Avec le first, je lui fais confiance sur les informations, ça fait longtemps que t'es là quoi. Le maquillage a super bien fonctionné, le maquillage de qui? Ouais, je remplace pour le moment la pause pipi.
Ah, il y a Nightbot qui fait le taf pour vous expliquer ce qu'est MVP, donc en fait, mais tout est automatisé ici, mais ça c'est du professionnalisme, hein. Moi j'ai vraiment, je vous jure, c'est plus bancal que ça. Hein. À son âge, il y a moyen que ce soit fini avant qu'il atteigne les toilettes. Waouh, waouh, je vois le chat, le genre de mood dans lequel vous êtes. Ben oui, j'ai rajeuni, ben oui, c'est ça, c'est les crèmes miracles. Vous avez vu le film The Substance? Ben voilà, c'est ça, il vient de prendre la picouse et c'est moi qui en suis sorti. En parlant de films un peu substance et tout là, il y a une série en ce moment qui est pas mal, que je peux vous conseiller, The Beauty, voilà, c'est sympa, je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vu, là vous êtes 2008, The Beauty c'est vachement bien, et c'est pas très connu genre. Est-ce qu'il y en a dans le chat en vrai qui ont vu ce truc là ou pas? Je buguais, je croyais qu'il y avait un problème sur la chaîne. Non, je facture combien le remplacement en stream? Très cher, à peu près un café, c'est vraiment le prix quoi. Connais pas, Beauty, oui c'est pas The Beauty, merci je me fais corriger, c'est Beauty, c'est super bien. C'est genre, c'est un peu la vibe The Substance pour ceux qui ont vu. C'est sur Disney et en gros c'est une maladie sexuellement transmissible qui rend les gens très beaux, mais qui les fait mourir aussi. Voilà. Et puis bref, il y a tout un pitch autour. C'est un peu le même propos que The Substance. Vous avez l'idée. C'est sur Disney. Et en termes de visuel et tout, c'est très cool. Ouais, il y a Aston Kutcher dedans. Aston Kutcher, c'est l'acteur principal quoi. OMG, j'en suis atteint. Putain, il y en a qui il y en a dans le chat qui disent ok, c'est la maladie que j'ai, d'accord. Je vois le genre de vibe sur quoi vous êtes. Bon, et c'est quoi ça? C'est Le Monde. Très bonne ref. Hein. Putain, c'est marrant parce qu'il a vraiment la version papier numérisé là où en général moi je me tue à juste le site quoi, le site et les articles. Ashton le Red Flag. Pourquoi il a quoi Ashton Kutcher? Il a des trucs lui aussi? Non, arrêtez. Tu fais le live avec Samuel? Ouais, après c'est MVP juste après là. On peut faire le sudoku en attendant. Alors sachez que ma mère en était fan. Moi je suis terrible au sudoku. Vraiment, je n'ai jamais accroché quoi. Ça, c'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a la PS5, il y a l'ordinateur, il y a la musique et il y a le sudoku quoi. Et vous êtes là, ouais, le sudoku, franchement, mettre des nombres en noir sur blanc sur une feuille où il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'animation, il n'y a rien. Ah voilà. Il est bon hein. J'étais en train de critiquer le sudoku. Tu fais des sudoku toi? Non. Ah voilà, moi je disais qu'attends, quand t'es chez toi, que t'as une console, de la musique, du cinéma et tout, j'ai du mal à me concentrer sur un sudoku quoi. Je sais pas, je fais pas moi ça. Mais ma mère était giga fan. J'aime bien aussi Simon qui prend ma chaîne. Ouais, il y a eu quand même une estimation de la taille de ta vessie pour savoir combien de temps t'allais mettre avant de revenir. Parfois j'en ai profité pour me donner un coup de brosse aussi. Ah ouais voilà, tu vois, c'est pour ça. Je suis passé par le coiffure. Hop, let's go. Amis de la régie, vous pouvez balancer le jungle. Hein? Ouais. Là, elle marche. Jungle? Tu veux qu'on y aille? Ouais. T'es prêt en régie ou pas? Les amis, on va lancer le jungle. Le jungle MVP.